c'est tout un honneur et une gloire. Je dis un honneur et une gloire. Qui l'a cru? Moi, je n'y ai pas du tout cru. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Celle que nous allons rencontrer aujourd'hui est une icône de la politique ivoirienne. Est-ce que je peux dire ancien militant du PDCI RDA? Elle pourra me le dire tout à l'heure. Mais elle est originaire de Grand Alépé. Grand Alépé qui, si les choses n'étaient pas devenues telles qu'elles sont aujourd'hui, serait quasiment devenue une banlieue d'Abidjan. Figure emblématique de la politique ivoirienne, ancienne ministre des Sports et des Loisirs, très proche du président Laurent Gbagbo, animatrice de la politique ivoirienne, elle en a payé le prix. Celle que nous allons recevoir aujourd'hui s'appelle Madame Geneviève Bro-Grébé, pour qui nous voudrons vous dire, vraiment c'est un honneur de l'accueillir sur votre portable, votre ordinateur, votre petit écran. Bonjour Madame Bro-Grébé. Bonjour Joël. Alors, qu'est-ce qui justifie, motive votre présence en Europe aujourd'hui? Bon, je voudrais d'abord vous dire merci de cette occasion que vous me donnez de parler à la Côte d'Ivoire, de parler aux Ivoiriens. Je suis en Europe d'abord pour me reposer un peu, voir les médecins, parce que 2011 a laissé des séquelles, beaucoup de séquelles. Comment vous avez vécu cette 2011 dans les différentes prisons où on nous a même dit, à un moment donné, on vous a jeté des serpents? C'est pas Katola? Non, non. 2011 d'abord, je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus. Bon, brièvement. D'abord, pour moi, c'était beaucoup de coups. J'ai pris beaucoup de coups. Physiques. J'étais presque morte. Donc, je suis une ressuscitée. Gloire à Dieu. Quand je suis arrivé à l'hôtel du Golfe, j'étais paralysé. Et puis ensuite, nous avons été déportés à Katoula, dans une maison où il y avait des serpents, il y avait toutes sortes de bestioles. 4 mois, et puis nous sommes allés, après 4 mois, nous sommes allés en prison, dans la prison civile. De Katoula toujours? De Katoula, et là-bas, il y avait encore plus de serpents. Mais Dieu est grand, nous sommes sortis vivants de cela. C'est pour cela que, personnellement, je n'ai aucune rancœur. Je n'ai aucune rancœur parce que, avec tout ce que j'ai vécu, si le Seigneur a permis que je sois là aujourd'hui, devant vous, il faut le remercier. Et puis, en le remerciant, pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont fait autant de mal. C'est le message que je suis en train de passer partout. Je l'ai fait en Côte d'Ivoire et je suis venu ici pour la diaspora. Parce que je sais que ceux qui vivent ici, ils ont les parents là-bas, ils ont des intérêts là-bas. Ils sont concernés aussi par la question de la réconciliation nationale. Donc je suis en Europe pour animer un certain nombre de conférences. Je vais à Turin en Italie et puis je vais faire une conférence en France, notamment à Paris. Et vous pouvez nous donner les dates exactes? En Italie, c'est le samedi 10 à 14h à Turin. Et puis à Paris, c'est le dimanche 18 août à 14h également. En Italie, je voudrais préciser que c'est à Turin. D'accord. Alors, quand on vous entend dire vivre avec des serpents, et puis vraiment vous êtes une miraculeuse. Non, je suis ressuscité, j'en suis consciente. Je suis ressuscité. Alors quand Dieu vous a fait la grâce de vous ressusciter, vous ne devez pas en vouloir aux gens. Vous ne devez pas en vouloir aux gens. Il faut chercher, aller vraiment à la réconciliation. La Côte d'Ivoire vient de très loin et nous ne pouvons pas demeurer dans la belligérance. C'est pour cela que dans l'intérêt bien compris de notre pays, nous devons nous asseoir, nous mettre ensemble et puis penser nos plaies et régler tous les maux qui minent le pays. Parce que c'est notre pays. Nous devons en parler ensemble. Tous les Ivoiriens, sans exclusive, nous devons nous réunir pour pointer du doigt, pour mettre le doigt sur les maux qui minent la Côte d'Ivoire. Et c'est ensemble,
de trouver les solutions idoines. Alors, est-ce que vous êtes toujours militant du PDCI-RDA? Oh, vous savez, moi je suis né PDCI, donc mon militantisme c'était au village. Hein. C'était au village. Quand j'ai été nommé ministre, même en 2000 au titre du PDCI, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas. Donc on me connaît beaucoup plus en Côte d'Ivoire en tant que membre de la société civile. Parce que j'ai été présidente de Côte d'Ivoire Écologie, qui est une ONG féminine de protection de l'environnement. J'ai été président du RIOF, le premier réseau ivoirien des organisations féminines qui regroupait une cinquantaine d'ONG féminines. Donc on m'a connu beaucoup plus en tant que membre de la société civile. Et je préfère garder cette posture parce que le travail que je fais ne m'autorise pas à être partisan. Okay. Voilà. D'accord. Okay. Vous êtes fondatrice du mouvement citoyen pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Et vous avez 4 points dans votre mouvement: la vérité, la repentance, la réconciliation, la réparation. Oui. Alors, la vérité, parce que c'est le cheminement que nous proposons pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. La vérité, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé. Nous n'inventons rien. L'Allemagne et la France sont devenus les meilleurs amis du monde. Pourtant, on sait ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les gens sont réconciliés en passant par ce cheminement. Et puis nous avons le Rwanda avec 1 million de morts pendant 3 mois, 1 million de morts. Aujourd'hui, le Rwanda est cité comme un bel exemple au niveau des performances économiques, sociales, la ville la plus verte même environnementale. C'est l'une des villes les plus vertes au monde. Au Rwanda, où la notion du genre, disons même la parité est respectée, il y a autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée nationale. Donc le Rwanda aujourd'hui est cité un exemple. Mais ils viennent de loin aussi. Mais ils ont décidé, les Rwandaises et les Rwandais ont décidé de se mettre ensemble, de régler leurs problèmes et aller de l'avant. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire pourquoi au niveau de la Côte d'Ivoire ça pose problème? Ça ne devrait pas poser de problème. Mais ça pose problème en effet. J'avoue qu'il y a eu la CDVR, la commission dialogue, vérité et réconciliation. Oui. Nous avons fondé beaucoup d'espoir en cette commission. Et puis finalement, la commission n'est pas allée jusqu'au terme de son travail. Donc, nous n'avons pas de rapport. Je pense que la commission allait à son terme, puisque c'est les résultats qui n'ont pas été publiés. Donc, on ne peut pas dire que... Les résultats n'ont pas été publiés. Et selon vous, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les résultats n'ont pas été publiés, pour qu'on amorce effectivement la réconciliation. Parce que la CDV, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté tout le monde. Elle a écouté tout le monde, elle est allée sur le terrain, et puis maintenant, elle a fait des propositions. Mais peut-être que ces propositions doivent être maintenant mises en application. C'est en ce moment-là que ça coince. Mais écoutez, si on n'est pas d'accord avec les résultats de la CDVR, faisons autre chose. Mettons-nous en marche. Non, ce que nous proposons, nous, au niveau du mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un cadre de concertation nationale. Il faut que les Ivoiriens se parlent. Nous n'avons pas d'ennemis, on a des adversaires. Ça aussi, il faut que les partis politiques éduquent leurs militants. Qu'un adversaire n'est pas un ennemi, un adversaire n'est pas un homme à abattre. Donc, asseyons-nous. Asseyons-nous et vraiment, résolument, essayons de créer les conditions pour que la réconciliation soit effective en Côte d'Ivoire. Sans cela, on ne peut pas avancer. Oui, mais Madame Brogrebe, vous savez que quand un pays sort d'une guerre comme votre pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est celui qui a gagné la guerre qui crée les conditions de la réconciliation. Et ça fait plus de 11 ans que M. Ouattara est là, vous criez réconciliation, il dit que lui, il n'a rien contre vous. Mais vous dites que vous avez quelque chose contre lui. Donc, il ne veut même pas s'asseoir avec vous pour discuter. Donc, vous criez dans le désert, Madame Brogrebe. Non, nous ne crions pas dans le désert. Vous savez, à force de demander, nous aurons gain de cause. Il faut que les Ivoiriens eux-mêmes aussi acceptent. La réconciliation, c'est l'affaire de tout le monde. Bien sûr, ce sont les tenants du pouvoir qui ont la clé
de la cohésion sociale. Nous n'avons de cesse de leur dire. Parce qu'aujourd'hui... Ça ne les arrange pas, il me semble. Quand nous les rencontrons, parce que moi j'ai rencontré un certain nombre de gens du RHDP, du PDCI, de tout le monde convient avec nous qu'il y a un problème en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes en Côte d'Ivoire qu'il faut les régler. Donc si les Ivoiriens vraiment le désirent, si le peuple le désire, je pense que le pouvoir est là pour le peuple. Si le peuple le désire, le pouvoir finira par accepter de nous créer les conditions pour que nous allions à la réconciliation nationale. Le pouvoir même, je pense, est conscient qu'il y a des problèmes. Parce que, vous savez, une plaie, si elle n'est pas bien nettoyée, elle ne peut pas guérir. Elle ne peut pas guérir et elle se transforme en une gangrène. Donc, l'abcès doit être crevé. L'abcès des crises à répétition en Côte d'Ivoire doit être crevé. C'est ce travail-là que nous voulons faire. Mais quand le président ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, parle, c'est comme si tout y allait, que tout allait bien en Côte d'Ivoire, mais c'est vous qui voyez. Vous devez porter toutes les lunettes pour voir, parce que lui, il dit que ça va. Nous sommes sur le terrain et nous savons que ça ne va pas. Les Ivoiriens se regardent en chaîne de faïence. Ça ne va pas parce que, regardez, les dernières élections régionales, il y a eu des morts. Il y a des conflits intercommunautaires qui font des morts. Le dernier en date, c'est Béoumi, avec 14 morts, de nombreux blessés. Donc on ne peut pas dire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ayons le courage d'aller à la réconciliation nationale. La réconciliation ne mettra personne en prison. Bien sûr, la réconciliation va chercher à savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Une fois que la vérité est sûre, c'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est que sa condamnation n'est pas loin. Je reconnais avoir volé, mais c'est que je vais en prison. On passera par là. On passera par la justice. Parce que quand nous parlons de pardon, nous ne sommes pas en train d'omettre la justice. Nous voulons pardonner. Il faudrait que ceux qui ont commis des actes répréhensibles le reconnaissent. C'est pour cela que nous disons la vérité. Ensuite, après la vérité, il y a la repentance. Donc il faut reconnaître qu'on a fait du tort aux Ivoiriens, qu'on a fait du tort à la Côte d'Ivoire. Donc il y a la repentance. Après la repentance, il va y avoir donc la réconciliation. Et après la réconciliation, ça veut dire mettre les gens ensemble, les gens qui étaient divisés, qui étaient séparés, les remettre ensemble. Mais une fois qu'on les a remis ensemble, mais tous ceux qui ont perdu la vie, tous ceux qui ont perdu les biens, il faut qu'il y ait réparation pour que les cœurs soient apaisés. S'il n'y a pas de réparation, les gens seront toujours frustrés et les gens auront toujours des griefs. C'est pour ça que nous parlons de réparation. Nous avons tout perdu. Moi, personnellement, j'ai tout perdu, je n'en parle pas, mais nous avons tout perdu. On est rentré chez moi, on ne m'a pas laissé une seule aiguille. On m'a tout pris. On est allé, non seulement, non content de tout prendre chez moi à Abidjan, on est allé à Grand Talibé dans mon village. On a tout pris la rose également. Donc, voyez-vous, c'est grave. La situation est assez grave. Nous sommes là, démunis, complètement démunis. Moi, je vis au village. Je vis au village parce que je n'ai plus de maison à Abidjan. J'ai été obligé de vendre la maison pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mes comptes étaient gelés. Maintenant, ils sont dégelés, mais on ne va pas... Depuis que ça a été dégelé, vous avez trouvé de l'argent sur le compte? Moi, je n'avais pas grand-chose. Moi, je n'avais pas grand-chose. Mais ce que vous avez je suis passé même au rouge. Avec les agios. Avec les agios, je suis passé au rouge parce que je n'avais pas grand-chose. D'accord, ok. Moi, je n'avais pas grand-chose. D'accord. Donc, voilà. Alors, mais il ne faut pas ressasser. Ok. Il ne faut pas ressasser. Le passé. Il faut aller de l'avant. D'accord. Il faut aller de l'avant. Je le dis parce que c'est pour dire aux Ivoiriens que moi aussi, j'ai souffert des affres de cette guerre, mais je décide de pardonner. Parce que le pardon que nous voulons accorder, ce n'est pas tellement pour les autres, mais c'est pour soi-même. C'est pour se libérer. Mais oui, c'est pas un aveu de faiblesse. Non, pas du tout, au contraire. Il faut être fort pour pardonner tout ce qu'on a vécu. Il faut être fort pour pardonner. Donc je pense que le pardon, il libère. C'est un pouvoir qui libère et qui vous ouvre les portes de la vie. Donc je demande vraiment aux Ivoiriens qui ont aussi souffert, qui souffrent encore, d'abord de poser cet acte-là de pardon, d'arrêter de chercher à se venger. Parce qu'il y en a qui sont encore dans cette logique-là. Mais on va se venger comment? Si on se venge, il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. On va aller de vengeance en vengeance. C'est à cela qu'il faut penser. Alors,
le problème se trouve au niveau du président de la République. Quel est ce message au niveau, sur ce point précis de la réconciliation? Quel est ce message que vous lui dites, vous pouvez lui dire aujourd'hui depuis les voies de la scène? Pour qu'on passe à autre chose. Comme je l'ai déjà dit à ses collaborateurs que j'ai rencontrés, je veux le rencontrer aussi. Et je cherche à rencontrer le Premier ministre, je cherche à rencontrer le président Soro Guillaume. Donc je veux rencontrer tout le monde. Moi, je veux parler à tous les Ivoiriens. Comme je dis à tous les Ivoiriens de pardonner. À lui aussi, au président de la République, je lui demande de pardonner. Si il estime qu'on lui a manqué, qu'on a posé des actes répréhensibles vis-à-vis de lui, que tout le monde se pardonne, mais seulement c'est à lui de nous créer les conditions favorables à la réconciliation nationale. Vous êtes disponible, vous êtes disposé. Nous sommes disposés à aller à la réconciliation. Je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont disposés à aller à la réconciliation. Mais c'est le président de la République qui a les clés de la cohésion sociale entre ses mains. C'est pas la peine qu'il ait peur. Que les gens n'aient pas peur. Parce que voilà, vous avez vu au Rwanda, je cite cet exemple-là parce que c'est un bel exemple. Au Rwanda, tout le monde est là. Tout le monde ensemble et vous voyez que tout va bien, on n'a pas oublié, mais on a pardonné. Okay. Donc peut-être qu'il faut que chacun de nous aille faire un tour au Rwanda pour voir comment les choses se sont passées. Nous avons eu Nelson Mandela qui est sorti de 27 ans de prison et qui a tout pardonné, qui a mangé à la même table que ses tortionnaires. Donc ce sont des choses qui peuvent se faire dans l'intérêt bien compris du pays. Nous ne sommes pas en train de chercher quelque intérêt que ce soit, mais c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il faut mettre l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de tout autre intérêt. Et si on le fait, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour le pays va avancer. Donc je répète que la clé de la cohésion sociale se trouve entre les mains du président. En tout cas, moi je me mets à genoux. Aujourd'hui, je lui demande pardon. Il faut qu'il crée les conditions pour aller à la réconciliation nationale. Ok. Alors, Mme Barok-Rébé, le président Bédi a tenu des propos récemment qui ont fait couler beaucoup d'encre. Il dit qu'il y a des orpailleurs clandestins qui abîment les forêts ivoiriennes. Aujourd'hui, l'écologie est menacée, alors que vous avez une ONG protection de l'environnement. Et que bon, il y a plein d'armes qui circulent en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, il y a des communes par exemple qui sont décrétées comme des communes distribuant des pièces d'identité ivoiriennes aux étrangers. Vous partagez le constat du président Henri Konan Bédié? Bon, je pense que le président Henri Konan Bédié a été président de la République de Côte d'Ivoire. Il ne saurait avancer autant de gravité sans en avoir les preuves. Mais je veux dire que le président Ouattara également a parlé des orpailleurs clandestins. Donc finalement, à Ouagadougou. Donc finalement, ce que le président Bédi a dit est vrai. Je pense que sur l'émotion, il y a des gens qui l'ont traité de tous les noms, qui l'ont vilipendé. Mais aujourd'hui, je vois que le ministère des Mines fait des actions pour sortir les orpailleurs clandestins des différentes mines. Ça veut dire que le président Bédi avait raison de dénoncer cela. Nous apprenons un certain nombre de choses que nous sommes en train de vérifier aussi dans la distribution de cartes d'identité à des gens qui n'auraient pas droit. Moi, je mets ça au conditionnel parce que je n'ai aucune preuve. Donc, tout cela, ce sont des vérifications qui sont faites. La question d'identité est une question cruciale qui oppose les Ivoiriens. La question de la CEI, la Commission électorale indépendante, on dit c'est bouclé. Hein? Elle est importante. On dit elle est bouclée. Elle oppose les Ivoiriens. Elle est bouclée. Hein? La loi est promulguée. La question foncière, elle oppose les Ivoiriens à telle enseigne qu'il y a toujours des crises, des conflits, il y a des morts. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Oui. Il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Et ça continue. Ça continue. Et nous avons peur pour 2020. Et c'est pour ça que nous faisons cette croisade. Nous avons peur pour 2020 parce que quand nous entendons les injures, les invectives, les menaces, très souvent même entre alliés d'hier, ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Nous ne sommes pas en train
de mettre de l'huile sur le feu. Au contraire, nous attirons l'attention des Ivoiriens pour dire, mettons bas la terre pour éviter une autre crise. Nous n'avons même pas le droit d'organiser encore une autre crise qui plongerait la Côte d'Ivoire dans un gouffre indescriptible. Oui, Madame Brogrebe, quand vous dites ça, c'est trop facile. Une loi a été votée à l'Assemblée nationale, promulguée et tout. Et cette loi, pour M. Alassane Dramane Ouattara, c'est une CEI consensuelle qui est débarrassée de tous les germes conflictuels. Et même le président Youssouf Bakayoko, pour M. Ouattara, il est un des meilleurs organisateurs d'élections en Côte d'Ivoire et dans le monde, il a été reconduit. Alors, si vous avez peur, on prend les mêmes pour faire les mêmes choses, la CEI en État, vous pensez qu'elle peut crédibiliser, rassurer, garantir des élections libres et transparentes, participatives à tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire en 2020. Je n'ai pas pris part aux travaux de la CEI, je n'y étais pas convié, mais il y a des personnes, des groupements politiques, des partis politiques qui ont pris part aux discussions au départ et après qui se sont retirés. À partir de cet instant-là, je crois qu'il faut toujours, je dis, mettons bas la terre. En tant que ministre des Sports, mettons bas la terre. Ça ne sert à rien d'aller à l'affrontement. Je crois qu'on peut rappeler ces partis-là. On peut rappeler la société civile pour vraiment faire la réforme en profondeur comme les Ivoiriens le demandent. N'oublions pas que la CEI a été à la base d'une crise profonde en Côte d'Ivoire. Si nous allons à des élections avec une CEI qui n'est pas consensuelle, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous risquons encore d'aller à une autre crise. Donc c'est pour éviter des morts. C'est pour éviter encore que des Ivoiriens soient massacrés que nous sommes en train de faire, de dire cela. Ce n'est pas pour prendre parti, mais dès qu'il y a des problèmes, il faut trouver un consensus. Oui, madame. Nous conseillons, Oui. nous proposons qu'il y ait un consensus sur les différents sujets qui minent la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, quand il veut quelque chose, il s'en donne un moyen. Et ça, il a dit que c'est bouclé, c'est géré, c'est promulgué. Je ne pense pas qu'il veuille revenir en arrière pour s'asseoir encore avec quelques groupements qui n'ont pas pris part à sa CEI consensuelle dont il vante aujourd'hui les mérites. Moi, je pense, alors, en ce moment, vous allez faire quoi? Je pense qu'il faut toujours négocier. Il faut toujours aller au dialogue. Vous connaissez M. Ouattara, quand il faut négocier, oui, il faut aller au dialogue. Oui. On va continuer de parler. On va continuer de parler. On va continuer de parler dans l'intérêt de notre pays. On va continuer de négocier. On va continuer de trouver des gens pour faire la médiation. Il faut passer par tous ces moyens. Il faut passer par tous ces moyens-là pour éviter des conflits. Comment vous jugez l'opposition ivoirienne, Mme Brocard? On voit des parlementaires de l'opposition. Quel rôle cette opposition joue réellement sur le terrain? Bon, je ne suis pas parti politique, mais ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas un véritable dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Nous venons de voir au Burkina Faso où il y a eu un véritable dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Je pense que la Côte d'Ivoire peut s'en inspirer. Moi, je pense qu'il ne faut pas... il faut toujours aller au dialogue. Le président Houphouët-Boigny disait, le dialogue, c'est l'arme des forts. Il faut aller au dialogue jusqu'à épuiser ce dialogue-là. Nous invitons le pouvoir à toujours rechercher le dialogue avec ses opposants. Comme ça, nous aurons la paix en Côte d'Ivoire. L'avant-dernière question, le président Bédié est allé rencontrer le président Gbagbo. Vous avez été informé? Oui, je le sais. Alors? J'ai suivi. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que les Ivoiriens se parlent. Que les Ivoiriens se parlent. Je suis allé voir le président Bédié à Daokro et nous lui avons demandé de ne pas rompre le dialogue avec ses alliés d'hier, donc avec les RHDP, de continuer à dialoguer.
Donc, il nous a dit que le dialogue n'était pas rompu. Maintenant, il est venu voir son frère pour discuter. Les Ivoiriens doivent se parler. Quand on commence à se parler, c'est un début de la réconciliation. Il faut se parler pour se comprendre. Mais si on ne se parle pas, malheureusement, si chacun... Malheureusement, ceux qui se parlent, Ouais. c'est ceux qui sont prédisposés à la réconciliation, malheureusement. Oui, Et ils n'ont pas de problème entre vous. Vous n'avez pas de problème. Moi, je parle avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Je fais preuve de bonne volonté. J'ai parlé avec tous les partis politiques. J'ai parlé avec la société civile. J'ai parlé avec la population. Je fais des meetings. Donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a peur pour 2020. Donc, il faut que le président le comprenne. C'est pour cela que je cherche à le rencontrer. Mais lui, il dit qu'il n'a pas peur. Je cherche à rencontrer... M. Ouattara dit qu'il n'a pas peur. Je cherche à rencontrer le Premier ministre. Oui. Je cherche à rencontrer Soro Guillaume. Moi, je veux parler à tout le monde. Je veux parler à tous les Ivoiriens. La dernière question. Votre mouvement, lorsque vous l'avez créé, on a lu un peu partout que vous êtes rapproché de M. Soro. Peut-être par le discours, puisque M. Soro a parlé de réconciliation et que moi je parle de réconciliation, les Ivoiriens ont trop vite fait de rapprocher les deux discours. Mais non, les deux discours ne sont pas les mêmes. Nous pouvons utiliser peut-être les mêmes mots, M-O-T-S. Nous pouvons utiliser les mêmes mots, mais nous n'avons pas le même contenu. Moi, je sors de prison, 2 ans et demi de prison. J'ai tout perdu. J'ai été frappé, battu à sang. J'ai été paralysé. Partagez votre doctorat des serpents. Avec des serpents. Et je sors de là et je demande aux Ivoiriens de pardonner. Ce n'est pas le même contenu que le pardon de Soro Guillaume. Moi, je pense que mon pardon peut être accepté, pas facilement, parce qu'il va falloir expliquer. Il faut expliquer les concepts aux gens. Mais je pense que je serai beaucoup plus audible que M. Soro Guillaume. Donc il ne faut pas du tout l'intégrer, Soro. Ça va venir. Il ne faut pas l'intégrer. Dans la réconciliation, il faut intégrer tout le monde. La réconciliation, il faut qu'elle soit inclusive. Tous les Ivoiriens doivent être là. Oui, mais nous... Allez voir le président Gbagbo, par exemple, vous êtes pour? Il faut que les Ivoiriens se parlent. Je ne sais pas pourquoi il veut aller voir le président Gbagbo. Peut-être que c'est pour aller lui demander pardon. Je n'en sais rien. Il faut qu'il y aille. Si le président Gbagbo lui-même parle de réconciliation, ça veut dire qu'il doit recevoir tout le monde. Il faut qu'il sera conséquent avec lui-même en recevant tout le monde. Moi, je dis, si nous ne voulons pas aller au pardon, si nous ne voulons pas aller à la réconciliation, nous voulons faire comme les autres. Élever une rébellion, acheter des armes pour venir attaquer notre propre pays. Non. Nous ne pouvons pas faire comme eux. Nous ne devons pas faire comme eux. C'est pour cela que nous prônons le pardon. Nous prônons la réconciliation nationale. Et je suis d'accord que le président reçoive tout le monde, le président Gbagbo. Au contraire, c'est tout à son honneur de recevoir tout le monde. Nous savons tout ce que le président Bédié a dit quand le président Gbagbo a été déporté à la CPI. Mais aujourd'hui, il est allé le voir. Je pense qu'ils se sont parlé, en tant que 2 anciens présidents, ils se sont parlé, certainement qu'ils se sont compris. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais ils se sont parlé, c'est une bonne chose. Si Soro veut aller voir le président Gbagbo, de grâce, moi je vois beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne veulent pas. On ne peut pas faire la réconciliation sans un seul fils de la Côte d'Ivoire, sans une seule fille de la Côte d'Ivoire. La réconciliation, elle est inclusive. Tout le monde doit aller à la réconciliation. Et chacun de nous doit jouer sa partition. Ce n'est pas seulement le président de la République, ce n'est pas seulement Brogrébé, c'est tout le monde. Et les ministres, et les anciens ministres, et l'Ivoirien lambda. Tout le monde doit jouer sa partition. Tout le monde doit jouer sa partition. Nous avons été heureux. On a même dépassé l'heure tellement qu'on voulait comprendre beaucoup de choses. Le point de vue de Mme Brogrébé dans tout ce qui arrive à son pays, la Côte d'Ivoire, elle a dit oui. Je n'ai pas fini. Allez-y. Alors, nous,
au niveau du mouvement, nous avons deux axes. C'est un parti politique? Non, c'est un mouvement de la société civile. Tu seras pour le pays? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous voulons rester à équidistance. Parce que pour pouvoir parler à tout le monde, nous ne pouvons pas être dans une plateforme, nous ne pouvons pas être dans une coalition, parce que nous voulons parler avec tout le monde. Okay. Une fois que nous nous enfermons quelque part, nous ne pourrons plus avoir accès aux autres. Donc actuellement, heureusement, nous avons accès à tous les partis politiques, Dieu merci. Nous avons deux axes de travail. Nous parlons de réconciliation, mais nous parlons beaucoup plus de mutation des mentalités. Nous estimons que nous avons trop de tard. Nous estimons que nous avons pris de mauvaises habitudes en Côte d'Ivoire. Nous avons adopté de mauvais comportements. Comme quoi, par exemple? Donc, la corruption. Nous sommes une société pourrie jusqu'à la moelle épinière. Ça ne date pas d'aujourd'hui. L'hospitalité ne peut pas être une tâche. C'est une bonne chose d'être hospitalier. Mais on ne peut pas... Ça doit être organisé. Tout doit être organisé. On a été léger. On a laissé passer un certain nombre de choses. Et puis, on se retrouve aujourd'hui dans une situation délicate. Donc, nous voulons un changement de mentalité sur le plan culturel, sur le plan social, au plan politique, au plan économique. Il faut changer les choses. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ah oui, mais il faut avoir de grands rêves. Qui ne rêve pas ne réalise rien. Donc, nous rêvons d'une Côte d'Ivoire où on ne parle que de discipline, union, discipline, travail. Qu'on parle de discipline, qu'on parle d'union, qu'on parle de travail, que le travail soit notre deuxième religion. Que le travail soit notre deuxième religion. Et que nos valeurs culturelles soient prises en compte. Parce que nous avons des valeurs culturelles. Au lieu d'importer celles des autres, essayons de faire la promotion de nos valeurs culturelles. Au niveau de la culture, ce qui nous manque en Côte d'Ivoire, c'est par exemple une langue nationale, en dehors du français. Tous les autres pays ont leur langue nationale qu'ils exploitent, qu'ils parlent. Vous allez au Burkina, tout le monde parle le moré. Vous allez au Sénégal, tout le monde parle le wolof. Nous allons au Mali, tout le monde parle le balinké, le bambara. Nous au Ghana, Ashanti, Fanti, il n'y a que nous. Je pense qu'une langue est véhicule des valeurs communes. Dans les valeurs culturelles, nous avons ce qu'on appelle les parentés à plaisanterie, les alliances interethniques. Si nous connaissions ces valeurs-là, par exemple, moi, à Thiers, j'ai des Toupins qui sont des Dida. Aucun Natier ne peut verser le sang d'un Dida. Mais qu'est-ce que nous avons vu dans la crise? Les alliés se sont entretués. Ça ne se fait pas. C'est parce qu'on ne connaît pas notre culture, on ne connaît pas notre histoire. Donc nous voulons vraiment, en même temps que nous parlons de réconciliation, nous voulons amorcer le changement de mentalité pour que l'Ivoirien ne soit plus frileux devant l'argent. L'argent est le Dieu de la Côte d'Ivoire. L'argent est le Dieu de l'Ivoirien. Si vous donnez de l'argent à un Ivoirien, il est capable de vous dire que je suis blanche, alors que je suis noire. Je vous assure. Donc, cette cupidité, cet amour de l'argent, l'argent facile, l'argent rapide, c'est une plaie mortelle pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu ce que cet argent, cet amour de l'argent facile là, a fait des Ivoiriens. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça que nous avons diagnostiqué. Donc le mal, nous avons posé vraiment un diagnostic sans complaisance de la société ivoirienne, mais ça c'est depuis 2002 que nous l'avons fait. Donc nous avons posé ce diagnostic et puis en face, nous avons trouvé un profil du citoyen nouveau. Donc c'est de tout cela que je vais parler pendant ma conférence, parler de la nécessité d'aller à la réconciliation, mais surtout l'obligation de changer de mentalité, de changer de comportement. Le samedi 10 août, elle sera à Turin, en Italie. Soyez nombreux. À 14h. À partir de 14h, la salle, pour ceux qui sont là-bas déjà connaissent. Ouais. Et puis le dimanche 18 août, elle sera encore à Paris. Et
à la porte de Pantin. À la porte de Pantin. Autant on est nombreux, autant les gens comprendront que le problème de la Côte d'Ivoire, pour nous qui n'avons pas compris ou qui avons mal compris, nous avons des éclaireurs qui viennent nous entretenir. On a dépassé le temps. On vous a fait une exception, Madame Brogrevé. Merci. Je voudrais vraiment vous remercier au nom de toute l'équipe. Et puis, écoutez, pour votre périple, nous vous souhaitons vraiment du courage et que vous trouviez des mots qu'il faut pour que le président de la République de Côte d'Ivoire soit vraiment imbibé de cet amour pour la Côte d'Ivoire, que vous qui êtes dehors, ce que vous voyez que lui, il ne voit pas, qu'il comprenne et qu'il sauve la Côte d'Ivoire pour l'an 2020. Bon séjour. Et si vous avez un mot de fin. Merci beaucoup. Je voudrais donc réitérer l'invitation à tous les Ivoiriens de la diaspora pour Turin et puis pour Paris, les 2 conférences, mais seulement pour dire aussi, demandez aux Ivoiriens de prier pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que le Seigneur incline le cœur de tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir pour créer les conditions pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, elle a terminé. Nous vous remercions de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau leader sur la crise ivoirienne. Pouvoir comme opposition, nous sommes preneurs. Merci et à très bientôt.